Bonsoir à tous et bonsoir Lolita Pile. Je suis contente Bonsoir. que vous soyez venus si nombreux écouter parler de ce livre, Une adolescente, qui est paru donc en janvier dernier aux éditions Stock et qui est votre première autofiction, Lolita. C'est un roman d'apprentissage dans lequel vous racontez donc votre adolescence de vos 8 à vos 19 ans. Alors pourquoi 19 ans? Parce que à 19 ans, c'est l'âge auquel vous avez écrit et publié votre premier roman qui s'appelait Hell, dont je rappelle pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de découvrir ce livre ou qui est peut-être trop jeune, je ne vous vois pas très bien, mais voilà, ça avait été un vrai phénomène littéraire à l'été 2002, Dans les printemps-été années 2000. 50. Elle dit ça pour justifier cette belle robe. Donc un vrai phénomène littéraire, je disais, parce que c'était un livre donc, qui racontait la jeunesse dorée, débridée et aussi très autodestructrice d'une jeune femme dans l'Ouest parisien. Euh, et donc, ça avait été il y avait eu un vrai engouement, une vraie fascination pour ce livre qui a été vendu, je crois, à presque 320 000 exemplaires, mais aussi un vrai scandale et beaucoup de diffamation à votre encontre autour de cette publication, puisqu'on vous a associé au personnage, on a dit que le livre était pornographique, que ce n'était pas vous qui l'avez écrit, enfin des choses très, très dures. Et puis ce succès et cette aura médiatique se sont un peu ravivés au moment où le livre a été adapté pour le cinéma en 2011, dans un film de Bruno Chiche avec Sarah Forestier dans le rôle titre. Pendant tout ce temps-là, vous avez tenu bon, parce que vous avez continué à publier Bubblegum en 2004, aux éditions Grasset, Crépuscule-Ville en 2008, et puis plus rien pendant une dizaine d'années, avant Elena et les joueuses en 2019, et ce livre donc, Une adolescente tout récemment, qui raconte votre enfance, les années collège, les années lycée, votre éveil au désir, au sexe, les violences subies aussi tout au long de ces années-là, et puis votre formation d'écrivaine, puisque ce livre donc, se referme sur le moment où Elle est publié. Et donc c'est un livre qui, je crois, interroge la norme, interroge la condition des femmes, la violence et sa perpétuation. Et donc c'est un livre qui aussi, j'ai l'impression, n'est jamais très très loin de l'essai ou du manifeste. Enfin, peut-être on en reparlera. Et donc dès les premières pages de ce livre, tout de suite vous revenez sur cet épisode de la publication de Elle et de sa réception un peu catastrophique, ce grand malentendu avec toute la misogynie, les accusations, la diffamation dont vous avez fait l'objet. Et puis ce long retrait de toute vie amoureuse, sociale, littéraire aussi, qui a fait suite, alors pas directement, il y a eu un petit effet de retardement, mais quand même, voilà, pendant 7 ans, vous tenez un petit peu en retrait de tout ça. Et donc je me disais que c'était un peu comme si publier aujourd'hui cette autofiction, publier aujourd'hui Une adolescente, c'était une façon de réécrire peut-être Elle, en tout cas ou plutôt de d'écrire contre Elle, de le contre-écrire en quelque sorte. Depuis combien de temps est-ce que vous y pensiez à ce livre et pourquoi avoir attendu 20 ans, parce qu'il y a 20 ans entre la publication des deux livres, pour l'écrire? Euh, alors, d'abord, bonsoir et merci d'être là. Ce que j'essaie de faire avec une adolescente par rapport à elle, ce serait plutôt, comment dire, d'organiser une sorte de méta-roman. Enfin, moi, je suis un peu obsédée par l'idée que tous les textes que je pourrais écrire soient connectés les uns aux autres. Et je trouvais intéressant, en fait, que elle soit une petite partie de ma vie, c'est-à-dire on a cru que c'était une petite partie de ma vie de sujet, alors que c'était une petite partie de ma vie d'autrice, en fait, et que cette petite partie s'insère dans un récit plus vaste dont on connaîtrait maintenant les conditions et la coulisse. C'est-à-dire que quand j'ai écrit Elle en 2002, bon, j'ai eu tendance à me gommer, moi, en tant que sujet. C'est-à-dire principalement mon milieu social qui me semblait pas en fait alors faire littérature. Et, euh, et donc c'était un moment où les héroïnes, enfin l'idée d'une héroïne pour moi c'était quelqu'un qui brûlait sa vie et qui s'autodétruisait presque
presque qui s'immolait dans une espèce de signe de protestation, même pas récupérable par la Révolution, enfin, je sais pas. Et peu à peu, mon idée de l'héroïsme a évolué, et plus je me passionnais aussi pour la littérature, et notamment la littérature de Virginia Woolf, de Sylvia Plath et de bien des autrices, plus il m'est apparu que, en fait, l'héroïsme féminin, d'une certaine manière, qui m'apparaissait le plus attirant et le plus fascinant, c'était d'écrire. Et voilà, et c'est pour ça que maintenant j'aime imaginer que Hell est presque un chapitre d'une adolescente qui s'insérerait entre l'avant-dernier et le dernier chapitre. C'est-à-dire, elle écrit son livre, et puis ensuite on lirait Hell, et puis voilà, ça ferait une sorte de... Puis il y aurait aussi les médias, parce que si on se dépassionne, si on perd de vue l'idée qu'on est soi-même visé par des articles très orduriers, ce sont des objets poétiques, enfin dans une poésie très hostile et peut-être très, très condamnable et très funeste et néfaste pour les personnes visées, en l'occurrence moi. Mais c'est aussi des objets qui témoignent de quelque chose, du cœur humain, d'une époque. Donc voilà, donc avec une adolescente, j'amène une sorte de pierre qui permet de construire une histoire qui est symptomatique et de l'époque, et de ce que c'est que l'octorialité féminine, et des difficultés qu'on peut avoir aussi à écrire sur soi, de la manière dont on peut tourner autour du sujet, de la manière dont on peut être amené aussi à prendre un personnage qui soit l'opposé de soi pour exprimer des choses qu'on inhibe en général. Enfin, voilà. Et cet emboîtement de l'un dans l'autre des livres, ça donne lieu à ce renversement. Vous avez cette phrase très forte à la fin du livre. Vous écrivez « J'ai écrit un roman qui ressemblait à une autobiographie », en parlant de Hell, hein, et voilà que j'achève une autofiction qui ressemble à un roman, pour dire toute la vérité que je n'avais pas écrite. Donc voilà, c'est effectivement, l'un devient une pierre, un chapitre de l'autre, finalement. Mais peut-être aussi, je me disais, qu'est-ce qui a rendu possible, en tout cas, qu'est-ce qui empêchait la rédaction de ce livre, puisque je le disais, il y a 20 ans entre les deux, et qu'est-ce qui l'a rendu possible aujourd'hui? Entre-temps, il y a eu le mouvement MeToo, il y a eu des tas de choses qui se sont passées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué à cet endroit-là pour que tout à coup, ce recul soit... Oui, probablement, sûrement des mécanismes de culpabilité, des mécanismes expiatoires. Je ne sais pas si je le dis dans le livre, mais à un moment, pendant ces 7 ans dont vous avez parlé, il m'a semblé très souvent, et ça revenait, que j'expiais en fait la violence que j'avais reçue, et non pas que j'avais perpétrée sur autrui. Et disons que avec MeToo, bon, ça a été très simple. C'est-à-dire que on a toujours tendance à se reprocher la violence qu'on a subie. Enfin, je pense que c'est un mécanisme presque, comment dire, de foi. C'est-à-dire, ça exprime une foi en un cosmos bien ordonné, où règne la justice. Et d'une certaine manière, si on encourt un châtiment, c'est que quelque part on a commis un crime. C'est-à-dire qu'on a tendance à se blâmer pour tenter de rétablir un ordre dans le cosmos. Enfin, je sais pas si. Donc là, étonnamment, il m'est apparu, mais ça faisait longtemps que je le soupçonnais, parce que j'ai été féministe 10 ans avant. Je l'étais dans ma chambre à moi. Donc on était tout simplement énormément de femmes, et pas que de femmes, aussi de jeunes garçons et d'enfants, hélas, et de jeunes hommes, j'imagine, à avoir été violentés. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus se dire il doit y avoir un problème avec moi. Tout à coup, avec tous ces témoignages, on en vient à se dire il y a un problème dans la société. Et à partir de là, quelque chose se débloque, j'imagine. Quelque chose se débloque. Et il y a cette idée très forte donc, de rétablir une vérité, de réhabiliter quelque chose. Vraiment, cette notion de vérité, elle est très très présente, j'ai l'impression, dans votre texte. C'est un mot déjà qui revient beaucoup. Quel sens est-ce que ça a? Quelle valeur est-ce que ça a pour vous, la vérité? Et comment vous avez travaillé autour de cette
cette idée-là. Est-ce qu'il y avait en tout cas ce défi peut-être de tout dire, c'est-à-dire y compris aussi le plus douloureux, le plus intime? Oui, c'est-à-dire, disons que j'ai lu énormément de romans et de films où des jeunes femmes étaient représentées, notamment Lolita de Nabokov. Et je me suis rarement retrouvée. Enfin, finalement, je me suis rendu compte que l'adolescente que j'étais, et j'étais pas seule dans mon genre, enfin, n'existait pas dans la culture. Enfin, qu'on était une sorte de... qu'il y avait une espèce de secret sur nos comportements, nos sentiments, notre rapport au monde. Comment ce secret aurait-il pu être divulgué à partir du moment où nos représentations dans des romans ou des films d'hommes étaient... le regard masculin prédominait, et où, quand nous écrivions, nous étions souvent accusés ou de ne pas écrire nos livres, ou de parler de choses dénuées d'intérêt. Donc oui, la vérité d'une expérience, la vérité authentique, l'authenticité parfaite d'une intériorité, c'est-à-dire dire l'intérieur. Moi, c'est ce qui m'a toujours profondément fascinée avec... on parlait de la misogynie, c'est que voilà, il y a un intérieur des femmes qui est très convoité, qu'on désire, enfin que de nombreuses âmes désirent, auxquelles de nombreux hommes désirent accéder, parfois par la force. Il y a un intérieur des femmes qui finalement est assez désaffecté, c'est ce qu'elles ont dans l'âme. C'est pas quelque chose qui qui a fait l'objet de tant de littérature que ça. Enfin, voilà, donc j'avais envie de dire cela, quoi. Mais c'est intéressant que vous parliez de un peu ce point aveugle de la littérature et de ce que c'est qu'une adolescente, voilà, cette espèce de secret. Vous avez cette phrase qui est sur le site des éditions Stock, dont vous citez Virginia Woolf, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. C'est cette idée, une féministe est n'importe quelle femme qui dit la vérité sur sa vie, en fait. C'est aussi simple que ça, c'est d'aller chercher cette vérité-là. On avait assez envie, toutes les deux, de vous faire entendre un peu la musique de ce texte. Et donc, on a prévu quelques extraits. Je ne sais pas si on aura le temps de tous les lire. Mais peut-être que vous pouvez lire ce passage qui est page 44. C'est au début du livre. Quand j'ai écrit et publié un roman, à 19 ans, Hell, une rumeur véhémente et majoritaire, journalisme, internet, bouche à oreille, a matraqué que je ne l'avais pas écrit ou pas toute seule, et ça s'est imposé comme la vérité officielle. Les discours de mythomanes qui s'inventaient des sources sûres dans l'édition ou mon entourage ont submergé le mien, et je suis passée, moi, pour une mythomane. Il a été écrit noir sur blanc et affirmé à la télévision que mon livre avait été écrit par quelqu'un d'autre. Des noms ont été avancés, et bien que cela n'ait pas été formulé en ces termes, comment n'aurais-je pas remarqué que personne, parmi mes diffamateurs et mes diffamatrices, n'a jamais insinué que le prétendu ghostwriter de Hell puisse être, qui sait, une autre Rasienne de 19 ans. Pour ces braves gens, l'auteur de mon roman ne pouvait être qu'un homme blanc, diplômé, bourgeois, hétérosexuel. Et celui-là, comment l'aurais-je attaché à mon ambition scandaleuse de publier un livre, sinon par l'unique talent que les médias ont bien voulu me reconnaître a priori, le sexe. J'ai appris à lire seule dans des morceaux choisis d'Ovide. Je suis persuadée que les métamorphoses recèlent la clé de tout ce qui est humain. Il y est question, entre autres, de la disgrâce dont les dieux grecs frappaient les mortels qui voulaient les surpasser par leur talent. Cette fureur avec laquelle la critique française, littéraire, cinéma, musical, écharpe les artistes féminines, nos productions et nos personnalités, je la compare au geste d'Athéna mettant en pièces l'ouvrage de l'humaine Arachné qui disait broder aussi bien qu'elle. La fille de Zeus métamorphosa sa rivale en araignée, la vouant à tisser une toile grisâtre. Depuis l'origine de notre culture, l'art passe pour découler non d'une pratique, mais d'une nature divine. Malheur aux mortels, E2LES bien sûr, qui rivalisent avec la race des puissants. Nul ne s'approprie impunément le privilège des dieux et des maîtres créés. Je souris parce que je trouve que vous avez une manière très posée de lire et très posée de parler.
Et pour autant, je trouve qu'il y a beaucoup de colère dans ce livre. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un livre très, voilà, très, très, très véhément. Est-ce que c'est un livre de revanche, quelque part? Et dans quel état est-ce que vous étiez en l'écrivant? Alors, c'était le confinement, donc j'étais en excellent état. C'était le meilleur moment de ma vie. Comme tout le monde. Donc, je me suis retrouvée confinée dans mon 2 pièces dans le 18e, avec devant moi l'espèce de, comment dire, une espèce de passé exorbitant de violence. Euh, j'ai toujours essayé de lutter contre ma colère, et je pense que si ce livre a réussi quelque chose, c'est qu'il réussit quand même à tenir cette colère. C'est-à-dire, j'ai toujours été très méfiante par rapport à ma propre colère. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre à atteindre parce que voilà, la colère, c'est un cri désarticulé. C'est généralement le cri désarticulé des victimes, alors qu'une énonciation posée peut être le propre de quelqu'un qui n'a jamais été perturbé dans son calme souverain. Moi, j'ai énormément aspiré à la souveraineté du calme pour ne pas m'autodétruire, en fait, rongée par ma propre colère. Ça aurait été, une fois encore, voilà, expier la violence que j'avais reçue. Et toute la difficulté, c'est de savoir qu'en faire. Et, et j'avais été frappée par un propos de Virginia Woolf dans une chambre à soi, à propos des sœurs Brontë, où Virginia Woolf pose qu'Émilie Brontë est la poétesse suprême, une poétesse dont on pourrait résumer le propos par la phrase suivante vous, puissance éternelle, nous autres humains. Et que la phrase restait inachevée. Alors que Charlotte Brontë était dans l'affect, et Virginia Woolf dit que, à un moment, la colère que Charlotte Brontë avait acquis de sa médiocrité sociale, de la médiocrité dans laquelle son sexe était enfermé alors, de sa condition de gouvernante, et que ça faisait d'elle une moins bonne poétesse, qu'elle perdait cette espèce de point, de situation souveraine de la poétesse qui était celle d'Émilie Brontë. Je crois que ça m'a beaucoup, beaucoup incité à passer au-dessus, pas dans le sens où toute la journée on passe nos vies à avaler des couleuvres, à rentrer chez soi extrêmement humilié et à se réveiller au milieu de la nuit. Il y a ce mème sur Instagram avec cette espèce d'énorme grimoire Things I should have told. Mais bon, voilà, à passer au-dessus. C'est-à-dire pas à encaisser sans jamais rendre les coups, mais à se situer ailleurs que dans une représaille. Ou à renverser, oui, cette colère en autre chose. Dans ce livre, il y a beaucoup de passages très drôles aussi, et notamment, vous passez souvent, par l'ironie, qui est une manière, je crois, de transformer cette colère-là. L'ironie, c'est vraiment un ressort qui s'appuie sur les armes de l'adversaire, sur ses préjugés, aussi forts soient-ils, pour les renverser. Et donc, c'est une manière de retourner la violence aussi contre elle-même. Et vous avez parlé tout à l'heure quand même de cette expérience justement de la violence exorbitante, je crois que vous avez dit. Et ce ton, cette véhémence qui devient écriture, elle vient quand même de cette violence-là, de cette violence subie qui traverse tout le livre. Aussi loin que vous remontez dans votre histoire, il y a des moments de joie, hein, des moments tendres, des moments drôles, mais il y a aussi ce fil rouge d'une violence qui prend différentes formes. D'ailleurs, il y a à la fois la violence héritée de l'histoire. Vous dites que vos parents sont malgré tout le produit de la guerre d'Indochine, donc elle commence très très loin, la violence. Ensuite, il y a la violence éducative, la violence sociale, la violence en milieu scolaire, avec voilà, tout ce développement que vous faites sur le harcèlement scolaire que vous avez vécu. Et puis plus tard, violence sexuelle, violence quasi obstétricale au moment de l'avortement.
Et puis la violence médiatique extrêmement forte dont on a déjà parlé. Et donc votre histoire, ou celle d'une adolescente générique, puisque vous avez choisi ce titre générique, cette adolescente qui grandirait fin des années 90-2000 dans une banlieue ouest de Paris, c'est une histoire de la violence? Malheureusement, on y est sujet, enfin, à chaque instant. Enfin, c'est-à-dire, là, je vous avoue que je ne saurais pas quoi vous répondre, à part enfoncer des portes ouvertes en vous répondant nous vivons dans un monde violent. Enfin, le principe même des rapports économiques de ce monde, c'est la violence. C'est-à-dire que peut-être, en tout cas, en témoignant de cette violence, je ne cherche pas à m'accepter. C'est-à-dire, je cherche à me réinscrire, peut-être, dans une, hélas, quasi-universalité de la violence. Ensuite, quand je dis quasi-universalité, peut-être que ce qui est intéressant, c'est la vulnérabilité, c'est-à-dire le passage dont vous parlez sur le harcèlement scolaire, qui est un des passages dont je suis le plus fière dans le livre. Il dit assez le sort des êtres sensibles dans un monde quand même dominé par un idéal assez fasciste de la valeur. Donc on a une bande de collégiens et de collégiennes qui ne répondent pas aux critères érigés en normes. Donc on a une enfant qui est probablement intersexuée. On a la narratrice qui est d'abord qui vient de banlieue dans un lycée du 16e. Ensuite, qui est une enfant précoce, qui a des lunettes, la pauvre petite. Et puis une fille qui est super bonne en maths et que tout le monde traite de bossu. Enfin, il y a cette espèce d'idée pour moi aussi que la norme est ainsi faite qu'elle fait de nous des êtres difformes. Et c'est la norme, c'est le regard normatif posé sur nous qui fait de nous des êtres difformes, des êtres en tort, en fait. Et certaines personnes, voilà, dans le lycée, il y a une petite bande, voilà, une petite bande. Peut-être que l'un de ces garçons est devenu aujourd'hui ministre de l'Intérieur, je ne sais pas. Fixe la norme, donc. C'est exactement ça. Enfin, pour moi, c'est exactement comme ça que ça se fabrique. Et voilà, et qui harcèle ces gamines. Et en fait, voilà, ce qui m'importe de dire dans ce texte, c'est qu'il y en a une qui fait une tentative de suicide, et je la compare à Nanoadzin, qui est le dieu soleil des Aztèques, et qui était cet être plein de boutons, que tout le monde appelait le petit bubozo, et qui, pour prouver sa valeur, se jette dans le feu. Lorsqu'on demande à quelqu'un, voilà, que quelqu'un fasse le soleil, que quelqu'un se jette dans le feu, c'est ce petit être chétif, méprisé et persécuté qui se jette dans le feu et devient cette chose détruite qui éclaire le monde. Et voilà, peut-être que ce que j'ai voulu ramasser dans mon adolescence, c'est ça, c'est d'une certaine manière quelques fragments, quelques braises et qui forment une chose certes détruite, mais qui est capable de lumière. Et vous disiez ne pas vous accepter de cette violence. Peut-être que vous pouvez revenir un instant sur le choix de ce titre, qui est justement une façon d'élargir votre expérience à peut-être toute adolescente. Oui, parce que je pense que précisément la violence que subissent les adolescentes, c'est une violence qui s'adresse à une silhouette, vraiment à une silhouette complètement dépourvue d'âme. Enfin, je tiens à ce mot un peu passé de mode. Et bon, scientifiquement, un peu, comment dire, Discutable. plus vraiment considéré comme une vérité scientifique. Mais oui, c'est
j'ai eu envie d'écrire ce livre, j'étais à Brest avec ma mère, on passait en voiture et c'était un dimanche, il pleuvait, c'était vraiment le pire dimanche, de l'adolescence d'une jeune fille qui était en train de pleurer sous un arrêt de bus, les bras croisés, elle était furieuse. Et je me suis dit, elle ne peut pas rentrer chez elle. Elle ne peut pas rentrer chez elle, elle n'a personne à voir. Et d'un coup, je me suis rappelé, oui, parce que l'adolescence, c'est, enfin, j'en sais rien. Moi, j'étais obsédée par les mystères, les glaces là. Enfin, c'est vraiment un univers, Ouais. c'est vraiment une dimension de la vie qu'on abandonne derrière soi. Qu'on abandonne ou qui persiste. Je vous propose qu'on lise peut-être un autre extrait justement qui parle de cette violence. C'est le moment sur Norman Mailer. Ah, directement. On passe direct à ce connard de Norman Mailer. Ouais. La colère qui revient. Non, mais c'est affectueux. Une nuit de novembre 1960, l'écrivain Norman Mailer a poignardé sa femme, Adèle Morales. Le New York Times relate ainsi la tentative d'assassinat d'Adèle Morales par son mari Mailer, qualifiée depuis par la presse française d'incident, d'épisode ou de coup de sang. Le samedi 19 novembre 1960, Norman Mailer a poignardé Adèle avec un canif après une fête, la tuant presque. Il l'a déchirée à travers la poitrine, manquant de peu son cœur. Il l'a ensuite poignardée dans le dos. Il y avait de quoi exciter la compassion dans les milieux littéraires américains et français pour des décennies. Pauvre Mailer, il devait avoir bu un coup de trop. Il ne faut pas déconner avec les durs comme Mailer. Ce serait vraiment dommage que ce petit incident entache sa réputation, nuise à sa vie et à son souvenir. Cette femme, Adèle Morales, que ne s'est-elle abstenue de se faire poignarder par notre idole? Et Bukowski, remué jusqu'au fond de l'être, le geste de Mailer, l'impossibilité d'être humain. Voilà l'ironie dont on parlait tout à l'heure. Cette violence, vous la reliez donc très directement. J'allais continuer l'extrait. Ah pardon. Non mais vas-y. Non mais Tu veux continuer? Non mais On continue pas. je redécouvre mon livre. Je le trouve pas mal. Tant mieux, c'est un avantage, c'est sans fin. Non, je voulais revenir sur cette anecdote qui revient souvent dans le livre, qui est que vous vous êtes prise pour un garçon. Vous êtes prise pour un garçon, et c'est évidemment relié à cette idée de violence que vous reliez très fortement à votre sexe, à la condition féminine. Est-ce que c'était une vraie conviction d'être un garçon, ou est-ce que c'était plus de l'ordre d'un désir ou d'un mécanisme d'autodéfense peut-être? Alors moi, j'ai jamais pu avoir la moindre conviction quant à un genre, quel qu'il soit. C'est-à-dire, pour moi, les genres sont des fictions et des religions, et je n'y crois pas. Vraiment, je n'y crois pas. Je crois, oui, peut-être plus à l'âme, ce truc un peu, mais je n'arrive pas, à titre personnel en tout cas, mais c'est vrai que quand j'avais 3 ans, je raconte dans le livre, j'avais tendance à signer tout ce que je griffonnais à ma grand-mère et à mes parents et tout. Lolita Pile garçon, ou même Lolita Pile grande garçon, ce qui témoignait d'une certaine confusion. Et je pense, hélas, que c'est une histoire extrêmement banale, parce que j'ai très souvent entendu dire des écrivaines ou des féministes, des vieilles féministes, je me prenais pour un garçon. En fait, je pense que on intériorise très jeune la hiérarchie. On intériorise très jeune qu'il y a une hiérarchie. Et si on est une fille, qu'on perd à cette hiérarchie. Et donc, étant donné que les enfants, en tout cas moi j'étais des enfants qui pensaient que j'allais pouvoir déplacer des cailloux par la pensée, donc étant donné que les enfants croient encore, ils ont encore une pensée sauvage, une pensée magique, où ils ont l'impression une simple pensée peut être réalisée dans le monde matériel, physique, j'avais tendance à incanter que j'étais un garçon, ouais, pour ne pas perdre à la hiérarchie. Ça va très loin, cette histoire-là, parce que effectivement, ça revient aussi presque à cette misogynie qui est inculquée jusqu'aux femmes elles-mêmes, quoi. Vous avez cette phrase: j'étais misogyne, par amour-propre, je refusais logiquement de me rattacher au sexe faible.
ni lâche, ni volage, ni fourbe, j'en étais venue à penser que je n'étais pas une femme. En fait, alors après, il y a différents niveaux de connaissances sur ce que notre culture met dans la féminité ou met dans la virilité. J'ai des tas d'amis qui se sentent, qui me disent je me sens femme, je me sens bien, et qui me parlent de leur pouvoir de femme. Et d'ailleurs, il y en a un, ça c'est certain. Faut lire Manon Garcia là-dessus. On n'est pas soumise, on le devient, parce qu'elle parle justement du pouvoir qu'on peut acquérir en se soumettant. Et je sais même plus quelle est la question. J'ai des trous de... Moi non plus. Attends, non mais si. La misogynie oui, cette misogynie qu'on intègre en fait. Oui, voilà. Et en fait, à partir du moment où ce qu'on met dans la féminité ne te convient pas, c'est-à-dire si ce qu'on met dans la féminité c'est la douceur et que tu es quelqu'un de dur, si on y met l'abnégation et la générosité, le don de soi à toute épreuve, et que tu es le genre artiste qui obsédé par son œuvre, je ne parle de personne en particulier, ou alors si on met aussi lâcheté devant l'affrontement, par exemple devant la bagarre, alors que toi, dès que tu vois une rixe dans la rue, tu n'as qu'une envie, c'est de te jeter dedans et de faire le juge, et ne serait-ce que de respirer l'odeur de la violence, tu vois, parce que ce que je te disais tout à l'heure, ce que je vous disais tout à l'heure, non, parce qu'avant, en coulisses, on a débattu pendant un quart d'heure de savoir si on devrait se tutoyer ou se voyer. Maggie Nelson, elle dit ça. Les hommes n'ont pas le monopole de la violence. Et d'une certaine manière, on réfléchit, enfin tu vois, je réfléchis aussi avec ce livre à comment on devrait se positionner. Parce que que faire avec la violence? Enfin, je veux dire, c'est vraiment que faire de sa propre violence? Et est-ce que en continuant le truc de l'ange du foyer, tu vois, enfin bref, je me suis perdue. Passons à la question d'après. Non, mais c'est très intéressant cette histoire de violence intégrée. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé très fort dans ce livre, c'est que la violence, tu montres bien qu'elle devient aussi désirable et désirée. C'est-à-dire que elle est tellement intégrée que elle contamine aussi les rapports entre femmes. Ça, c'est une chose. Et elle contamine aussi le désir qui devient, sinon un désir de violence, un désir très, très violent. Il y a ça très fort, je crois, dans ce livre, dans Une adolescente. Enfin, on apprend à aimer ça. J'ai noté cette phrase. La violence infestait le monde. Je croyais qu'on guérissait le mal par le mal. Et mes reins, alliés à ma survie, s'embrasaient pour les plus forts, les plus violents. Donc il y a cette idée qu'il y a un culte aussi, voilà, de la violence. Oui, mais je pense quand même que depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, la guerre par excellence, c'est le lieu où les hommes, et par les hommes, je pourrais genrer, il y avait des femmes combattantes. Il y a une Pentésilée dans la guerre de Troie, qui est une Amazone. Il y a Camille, la reine des Volsques, dans l'Énéide. Donc autre guerre, qui est la guerre entre Énée et les Italiques. Bon, bref. et voilà, mais c'est le lieu par excellence où nous, disons, les humains, nous illustrons notre valeur. La valeur valeureux, c'est le courage. Viril, c'est un mot glorieux, un mot valorisant. Et la virilité, son terrain d'expression, c'est le combat, c'est la guerre. Pourrait-on dire qu'il y a un bon combat, un sain combat, et un mauvais combat qui serait la violence? Enfin, donc il y a cette chose de valeur. Enfin, moi, c'est sur le terrain des valeurs que je pense pouvoir agir, et sur lequel je pense qu'on peut agir par la littérature. C'est vraiment sur le terrain des valeurs. Voilà, cette histoire de combat, et ce que je dis à un moment sur Regina, on a nos copains qui sont des mecs de cité, qui se font arrêter par les flics parce qu'on a signalé aux flics que des Noirs et des Arabes ont braqué un livreur de pizza, et que
les flics ont arrêté la première bande correspondant au signalement des Noirs et des Arabes, les embarquent, et nous, les filles, on n'est pas embarquées, bien sûr, et on est des tricardes de la bataille. Et tu vois, il y a une ambivalence dans mon livre, parce que je suis autant avec ma petite copine May, qui fait une tentative de suicide parce qu'elle est harcelée, et qui, elle, est dans un rapport hyper doloriste, hyper chrétien, hyper sacrificiel. Elle a envie de se sacrifier pour arrêter la violence, en fait. Et une Regina et d'autres personnes qui, eux, veulent lever les poings, ne pas être des tricardes de la bataille, mais entrer dans le combat. Je ne sais pas quelle est la position, quelle est la bonne position. C'est intéressant que tu parles de Regina et de May tout à coup, parce que une autre des lignes de force de ce livre, je crois que c'est justement tous ces modèles, ou anti-modèles d'ailleurs, féminins. Alors on peut vraiment lire le livre aussi selon cette ligne-là, ou peut-être pour le dire autrement, c'est une sorte de forme de recherche éperdue peut-être du modèle ou d'un modèle. En quoi est-ce que ta grand-mère qui apparaît dans le livre, ta mère, Amanda, la prostituée qui à un moment donné vient se réfugier dans la résidence où tu vis, et puis tes amies successives dont tu parlais un petit peu, en quoi est-ce qu'elles ont influencé ton devenir aussi de femme? Déjà en existant, enfin, je veux dire, en étant des apparitions extraordinaires. Enfin, moi, ce que je retiens surtout, c'est, je sais pas, c'est ce que Rimbaud appelait le soleil de la chair. Et avoir des amis, c'est voir se lever quand tu as 11 ans et que tu n'as pas d'amis, que précisément ta désignation dans l'école, c'est la sans amis. Bien sûr que lorsque tu as enfin un ami, c'est le soleil de la chair qui t'apparaît. Donc l'amitié, bien sûr, qui est une expérience extraordinaire. Oui, Lolita, l'amitié est une expérience extraordinaire. Je me suis rendu compte en écrivant ce livre que j'avais eu peu d'histoires d'amour vraiment intéressantes avec des hommes. Et à un moment, je suis passée par... J'en ai eu peu. J'en ai une en ce moment. Mais, et surtout pas à l'adolescence, qui est un moment où franchement, c'est très difficile pour une jeune fille d'être considérée. En tout cas, pour la jeune fille que j'étais, je n'étais pas considérée. Et je me suis posé la question, je me suis dit, je n'ai pas eu d'amour dans ma vie. Et en fait, j'ai eu énormément d'amour dans ma vie, mais j'ai eu énormément d'amour. Un amour qui ne correspondait pas nécessairement à l'amour sentimentalo-érotique, qui est portraituré comme l'amour avec un grand A, mais énormément de formes d'amour. Les Grecs, pour dire amour, avaient plusieurs mots. Je ne vais pas tous les citer, mais bon, il y avait en plus d'éros, il y avait l'agapé, la philia et d'autres amours. Et Carson McCullers, par exemple, n'a écrit que sur ces autres amours, qui sont des amours de solidarité, l'amour entre un sourd-muet et un autre sourd-muet, qui font tout l'un pour l'autre parce qu'ils ont une connaissance de leurs conditions mutuelles. Bon, on m'a beaucoup parlé dans les médias de l'agression sexuelle que je rapporte. Et j'en rapporte pas qu'une d'ailleurs, je rapporte aussi, j'en rapporte deux, une à mon encontre et une à l'encontre d'une amie. Et tout à coup, j'ai eu envie de parler de tout à fait autre chose, de dire mais oui, dans ce livre, je suis agressée, c'est-à-dire je subis un acte de violence. Mais dans les premières pages, il y a cette fille, Amanda, donc, qui a fait je sais pas quoi et qui est cherchée par une bande de 50 mecs qui veulent la tuer. Je la cache, en fait, dans mon appartement. Et quand je me retrouve à 16 ans complètement désemparée, ma sœur, qui a 11 ans, me défend contre mon père et me propose de me donner toutes ses économies. Et Regina m'apprend à me battre. Et voilà, et en fait, c'est ces actes-là que j'ai eu envie de dépeindre comme une sorte de code comportemental éthique qui existe entre les adolescentes et qui est assez ignoré, parce que précisément on parle beaucoup des filles dans le cadre de la fameuse rivalité féminine ou je sais pas quoi, mais là, sans entrer dans une comment dire, voilà, le mot sororité est devenu très à la mode et il n'est pas toujours porté par des femmes très sororales dans leur vie privée, mais
Mais il y a une loyauté et une rivalité entre adolescentes qui peut-être m'a valu d'assister, d'être la cible des gestes parmi les plus sublimes que j'ai pu expérimenter. Peut-être qu'on peut lire justement ce passage où il est question de ces différentes formes d'amour et de Regina, donc cette grande amie. Ça se passe en partie à la patinoire. Je spoil parce que j'adore cette... Voilà. Tu peux... Je crois qu'on ne parle pas de ça. Ah ben voilà. Blandino est donc venu avec nous un après-midi à la patinoire pour voir Crime et Ibrahim. Mais c'est des racailles. Racailles. Le dictionnaire définit ce mot ainsi. Partie la plus pauvre, la plus méprisable d'une population. Méprisable ? Blandino ne connaissait pas Crime et son frère. Et à mon avis, il faut en savoir long sur les actions de quelqu'un avant de le qualifier de méprisable. Selon Blandino, la patinoire était pleine de racailles. Elle semblait faire allusion aux adolescents qui habitaient les bars d'immeubles et fréquentaient les lycées techniques. Beaucoup nous plaisaient. On les repérait au vestiaire pendant qu'ils lassaient leurs patins rigides bleu foncé. La plupart venaient de la banlieue pas si lointaine par le RER, Sartrouville, Chaville, Argenteuil. Les pieds en dehors, lestés de bonnets et de gants en laine, ils arpentaient le sol élastique jusqu'à la glace. De la pop qui met tout le monde d'accord résonnait sous le beau dôme de verre, et partout régnait l'odeur irisée du froid. Alors là, c'est le paragraphe préféré de Camille. Bientôt, le DJ annonçait la minute de vitesse. Un silence descendait sur la patinoire au milieu de laquelle ne se dressait plus qu'une patineuse en juste au corps bleu ciel et 10 mecs de cité. Les premières notes de She's a Maniac retentissaient, fluo, épileptiques. Alors on pouvait voir s'élancer les racailles. Ils couraient, penchés très bas, pour se mettre en orbite, s'emparant de cette occasion de faire leurs preuves, se dépasser et recueillir par là un peu de gloire. Il y avait les concentrés, les laborieux, les farceurs qui mimaient les sauts vus aux Jeux Olympiques, les gracieux qui accéléraient pour le plaisir, les bons fils et aussi les schizos avec en eux de l'ange et du chétane. On ne savait jamais quelle moitié serait au rendez-vous. Crime était de cela. Un mercredi après-midi, qu'on s'était abrité de la pluie sous un toboggan, il m'a mis entre les mains, du même geste qu'il m'avait donné un jour sa casquette à garder, sa queue en érection dont je n'ai su ou voulu rien faire. Elle était rouge, grosse, fraîche, et c'était la première à laquelle j'avais affaire. Il l'a rangée, déçu et moqueur, sans insister. Peu après, Crime et moi avons cessé de nous voir puisque, ouvrez les guillemets, je ne voulais rien faire. Fermez les guillemets. Crime, c'était une racaille après tout. Et pas Ibrahim, son frère. Souvent, l'amour est là et nous nous évertions à le mendier ailleurs. Regina serait mon premier amour. Elle m'a appris comment donner un coup de poing, un vrai, contre sa paume ouverte. À boire, marcher, danser avec style. À pisser debout et à peindre mes yeux d'une arabesque altière avec un pinceau noir, comme aux tempes d'une reine égyptienne morte. Pas d'autre maquillage. Ses rapports avec la famille et le monde n'étaient pas plus faciles que pour moi. Elle m'a montré que les vrais avaient le droit de pleurer, la beauté de la rage, et qu'il n'était pas besoin de pardonner à tout prix pour aimer. Regina devenait une sœur, un frère et aussi une mère qui berçait ma tête sur son cœur vaillant et unissait aux miennes ses larmes de grande, d'initiée, qui me justifiaient. Je lui dois de n'avoir jamais eu peur dans quelque situation que la rue m'ait valu, car il y aurait toujours quelqu'un pour me défendre. Toi, Regina ? Toi. Voilà pour ces différentes formes d'amour dont vous parliez très bien tout à l'heure. On parlait de modèles aussi, de modèles féminins. Et il y en a un auquel vous vous référez beaucoup, auquel tu te réfères beaucoup. Alors ça y est, je suis complètement perdue. Dans Une adolescente. Et c'est Lilith, donc cette figure démoniaque qu'on retrouve dans presque tous les textes sacrés, aussi bien l'épopée de Gilgamesh que le Talmud ou la Bible. Figure qui est associée aux sirènes et aux serpents. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, Lilith ? Lilith, elle représente l'alternative, une alternative à la féminité maritale, disons. Enfin, Lilith, c'est la rivale d'Ève. Alors, elle aurait été créée
par l'Éternel, de la même poussière qu'Adam. Il y a ce paragraphe dit de la double création au début de l'Ancien Testament. Quelques lignes plus tard, Dieu recrée la femme d'une côte d'Adam, un truc qui nous a toujours honorés. Et en fait, je crois que autant les patriarches de la tradition juive tardive que les féministes américaines des années 70 se sont intéressées à cette idée d'une femme créée en même temps qu'Adam, comme Adam. Il y a même eu des théories que cette femme aurait été un androgyne. Enfin. Et Lilith est représentée donc dans le célèbre alphabet de Ben Sira, qui est une sorte de parodie grivoise du XIIe siècle, comme, je peux peut-être lire les quelques lignes, comme ça. Adam et Lilith commencèrent à se battre. Elle dit « je ne me coucherai pas » et il dit « je ne me coucherai pas en dessous de toi, mais seulement au-dessus, car tu es faite uniquement pour être dans la position soumise, car je suis ton supérieur. » Lilith répondit « nous sommes égaux, car nous avons été créés de la même terre. » Bon, alors je vous laisse imaginer la tension dans la chambre. Mais en fait, Lilith, après, elle disparaît. L'Éternel, Adam la répudie, l'Éternel, furieux, l'exile. Et pour moi, Lilith, elle revient ensuite sous forme de démon. Elle est ailée, elle n'a pas de mari. Et donc, elle est furieuse, elle a un désir de maternité frustré. Donc, elle vole ou elle tue les nouveau-nés, surtout les fils premiers-nés. Bref, c'est quelqu'un de très néfaste. Et Lilith, je l'ai toujours vue comme cette femme, ce modèle de femme, ce genre de femme qui ne rentrait pas dans le cadre marital, patriarcal, qui vouait la femme. Voilà, on parle d'Ève la claire, Ève soumise, qui voit la femme à cette existence comme le lui prescrit la Bible. Elle sera pour toi, Adam, elle sera ton aide et ta compagne. Donc, une existence qui n'est pas en soi, mais pour les services qu'elle peut apporter à son mari. Et Lilith, je l'ai toujours vue comme, évidemment, enfin, elle a été ensuite mythifiée ainsi, comme la créature féminine qui rejette ce cadre-là et qui, en conséquent, est totalement diffamée et diabolisée par les patriarches furieux. Et je me suis amusée parce que j'aime bien retrouver les mythes bibliques ou grecs dans des histoires très contemporaines, dans des schémas ou même dans des gens. Voilà, on est entouré de Médée, on est entouré d'Oedipe, enfin, sachez-le. Et donc, je me suis amusée à essayer de relire mon histoire et ma relation si conflictuelle avec finalement une société où prédomine la loi du père. Je me suis amusée à relire mon propre conflit à l'aune du conflit ancestral, primordial de Lilith et de Dieu, de Lilith et d'Adam, de Lilith et des patriarches, et surtout la façon dont elle est. On a beaucoup parlé des sorcières. J'avoue que c'est un mode de révision historique qui m'intéresse beaucoup. La manière dont le féminisme relie les figures de la féminité malfaisante à travers d'autres possibilités pour expliquer qui elles étaient vraiment et pourquoi elles ont été dépeintes en monstres ou en créatures maléfiques. Et donc, voilà, cette adolescente, c'est une sorte de fille de Lilith. Oui, c'est très fort. On est très nombreuses. Ce patronage-là, parce que j'avais gardé le petit bandeau qui a été mis par les éditions Stock dessus, qui est une sirène, donc autre figure maléfique qui est là pour faire sombrer les hommes en mer. C'est intéressant que tu parles de cette référence au mythe. Je crois qu'on l'entend très fort dans tes réponses depuis tout à l'heure. Il y avait aussi cet extrait où il était question des métamorphoses d'Ovide. C'est vraiment cet appel aux textes anciens, aux textes sacrés.
il court à travers tout le livre. Pourquoi est-ce que ça a imprimé aussi fort ton imaginaire et d'où elle vient d'ailleurs cette culture classique? Je crois que c'est assez autodidacte en réalité. Comment? Assez autodidacte cette culture classique. Oui, comment dire? À 4 ans, je m'intéressais qu'à une seule chose, les Égyptiens. Mais il y a plein d'enfants comme ça. J'en rencontre tous les jours. Et j'ai l'impression qu'on a le même âge. Non, mais c'est personnel. C'est-à-dire, d'abord, moi, j'aime énormément les très vieux textes. Et depuis toujours. Et j'ai toujours lu de très vieux textes de manière personnelle, de manière autonome, pas d'une façon qui était reliée à des études que j'ai interrompues d'ailleurs assez rapidement. Mais surtout, ce qui m'intéresse dans ces très vieux textes, c'est qu'ils comportent, ils donnent des clés extraordinaires. T'as vraiment l'impression que toutes les réponses y sont données d'une manière cryptée. Les réponses à toutes les questions que tu pourrais te poser sur le cœur humain, sur les rapports, sur la violence et le sacré, Et en fait, voilà, moi, mon imagination, elle m'emmène par là. Et oui, c'est vrai que comme je te le disais tout à l'heure, donc on aura peut-être compris que je suis féministe à ma façon, Pas du tout. enfin que j'ai mon propre, j'ai ma propre cuisine féministe à la maison, et en fait, là où je me sens utile, moi je déteste l'idée qu'il faille être utile à quelque chose, mais enfin je sens que je peux que j'ai moi-même une valeur, c'est sur ce terrain, sur ce terrain ce terrain un peu philologique, c'est-à-dire essayer de décrypter vraiment dans le passé de quelle façon finalement le cosmos et l'humanité ont été divisés et ont été divisés en des milliers d'êtres, en des milliers de fragments, et de quelle façon ces fragments ont reçu des noms, ont été classés en catégories, et de quelle manière on leur a attribué des qualités. Enfin, tu vois, je pense évidemment, c'est un travail qui a été initié par Beauvoir dans le Deuxième Sexe, qui a été poursuivi par Françoise Héritier avec énormément de maestria. Et moi, je reviens toujours à ce truc de Pythagore, mais c'est dommage, je ne l'ai pas revérifié avant de partir, mais il y a ce précepte de Pythagore, il y a un principe bon dont sont sortis l'ordre, la lumière et l'homme, et un principe mauvais dont sont sortis les ténèbres, le désordre et la femme. Et en fait, à partir du moment où comment dire, cela a commencé à se construire ainsi, je voudrais, enfin voilà, voilà. Oui, il y a ce long passage aussi où tu cites Thomas Mann, et je crois que c'est dans Docteur Faustus, où il rappelle l'étymologie du mot féminin, qui vient de... Alors en plus, c'est une fausse étymologie. Fausse étymologie. Mais qui a prédominé pendant tout le Moyen-Âge, et que ça viendrait de fides et de minus, de moindre foi. Donc la femme serait un être de moindre foi. Dans son nom même, en fait. C'est ça qui est... Non, mais tout ça, c'est vrai que c'est des choses qui m'ont passionnée. C'est-à-dire de quelle manière le mythe de la femme, en fait, a été agencé, tu vois, fragment à fragment. Quelle est sa cohérence interne, et aussi quelles sont ses failles, ou attaquer, et sur quel terrain, en fait, moi, je dois écrire mes héroïnes. Sur quel terrain, en fait, je me rends compte en fait, qu'il y a une erreur de fait.
qu'il y a une erreur dramatique. Et on parlait de réhabilitation tout à l'heure, mais je parle plutôt de rectification. C'est-à-dire, tu vois, l'idée que la femme est froide et lymphatique, alors que l'homme est chaud et sanguin, par exemple, ça a été une théorie héritée d'Aristote, mais qui a dominé pendant des années, et qui reste encore dans diverses croyances. On dit souvent d'un homme, c'est un chaud, parce qu'il aime se battre. Si une femme est une chaude, c'est une autre chose, c'est encore autre chose. Bon, voilà, moi j'ai envie de travailler. Et quand tu lis en fait mes livres depuis Elena, je fais tout un travail à travers les mots principalement, à travers les métaphores, à travers les situations, à travers les dialogues, à travers la manière dont je fais agir les personnages, pour saper, détruire, subvertir tout ce que je sais être un mythe de la femme extrêmement solide, extrêmement bien tissé, et qui est extrêmement ancien, et qui, à mon avis, légitime la violence et l'asservissement. Parmi les mythes moins anciens autour desquels tu tournes et parmi les noms que tu essaies comme ça de déconstruire, il y a celui de Lolita. Donc ce personnage de Nabokov qui a été si mal interprété et dont on a fait un nom commun, donc la Lolita, et qui est aussi le prénom que tu portes. Merci papa. Voilà. Et justement, qu'est-ce qu'elle incarne comme malentendu, ce personnage et ce prénom? En quoi ça doit peut-être toi porter préjudice? Il y a tout un développement dans le livre là-dessus. J'aimerais bien que tu... Oui, parce qu'un jour j'en parlais avec mon éditeur, et mon éditeur m'a dit alors oui, enfin bon, vous étiez quand même pas très gentil. Et puis bon, vous appeliez Lolita. Donc comme si ça légitimait un regard très critique, voire assassin. Et en tout cas, voilà, que je résume par un dénigrement intellectuel et moral porté jusqu'à l'anomalie monstrueuse. Enfin, et en fait, Lolita, moi j'ai relu le livre de Nabokov, pour lequel j'avais commencé à 12 ans. J'avais ressenti une grande répulsion pour les premières scènes où Humbert réussit à approcher et à se masturber sans en avoir l'air, en faisant semblant de jouer à la balle aux prisonniers ou je sais pas quoi avec Lolita. Puis je l'ai relu justement pour écrire ce livre, et j'ai été très étonnée parce que ça chauffait pas mal, et bon, j'entendais même carrément des féministes s'en prendre à Nabokov. Et en fait, je lis Lolita, et si je ne saurais jamais quelle a été en fait la part de complaisance et la part de Nabokov dans cette écriture, et la manière dont il s'est lui-même peut-être excité, je ne sais pas. Il y a quand même un propos moral presque puritain, finalement, de la part de Nabokov. Et il peint vraiment Humbert. Bon, ensuite, c'est une lecture qui peut être sujette à caution, en malade. Pas tellement que ça en malade, parce qu'il le présente aussi en une personne tout à fait maîtresse de ses actes, tout à fait maîtresse de lui-même. Et Nabokov nous montre, avec un art extraordinaire, tout en passant par le monologue intérieur d'un Humbert qui est pédant, qui est prêt à tout pour réussir à coucher avec des enfants, etc., qui passe son temps à organiser des caper movies, enfin des plans comme des Ocean's 12 de l'approche pédocriminelle. Il réussit à nous faire apparaître Nabokov que Lolita, la détresse de Lolita, et le fait qu'elle est totalement différente du délire d'Humbert. Il s'agit du délire d'Humbert. Et Nabokov le dit très bien, je le cite dans le livre. Humbert dit que la Lolita qu'il avait possédée et violée, n'était qu'une chimère, une création de son propre désir, qu'il avait en somme projeté sur cette fille de 12 ans. Et il se trouve que ce délire d'Humbert, cette chimère, a donné lieu à une sorte de phénomène de société où, d'une certaine manière, toutes les filles de 12-13 ans voilà, sur lesquelles des hommes, pourquoi pas des femmes, mais à mon avis, elles sont moins nombreuses, projetaient
un désir, euh, dans une comment dire, de solipsiste, enfin un désir de dominateur qui ne se pose pas la question du consentement. On a fait de ces jeunes filles les provocatrices, en les appelant des Lolitas, des provocatrices qui poussaient en quelque sorte des hommes mûrs, les rendaient fous, les poussaient à les violer. C'est quand même très étrange, quand même, je vais pousser quelqu'un à me faire quelque chose que je veux pas. Et voilà. Et donc, étant donné que c'est le prénom que je porte, et qu'encore aujourd'hui, il m'arrive de rencontrer des gens dans une soirée, et de me présenter, et qu'on me dise « Ah, c'est drôle, tu t'appelles Lolita et t'es une Lolita ». Et étant donné l'adolescence que j'ai eue, je me suis posé la question de savoir si je pouvais pas, par la littérature, donner un autre sens à ce corps-là et à ce prénom-là. C'est-à-dire, lui donner vraiment vie, lui rendre, lui restituer ce dont Humbert la prive, c'est-à-dire de sa vie propre. Elle se libère du monde des objets muets et inanimés, et elle prend place parmi les êtres vivants et les sujets du langage. Et à partir du moment, je pense, où cela sera le cas dans les représentations, dans la culture, des femmes, des jeunes femmes, des adolescentes, totalement et pleinement, on progressera aussi quand on aura progressé sur le plan de la représentation, on progressera aussi sur le plan de la violence. Mais en bonne voie, en tout cas. Tu es en bonne voie, je crois, pour changer un peu ce regard qu'on porte sur ce prénom et sur tous les clichés qu'on y projette. Je reviens un tout petit peu en arrière sur cette référence très forte à l'Antiquité qui est présente dans ce livre et dans ta parole. Moi, l'impression que j'ai eue en lisant ce livre, c'est qu'il avait presque la structure d'une tragédie antique, quasiment, avec voilà, cette présence du mythe qui est très forte, mais il y a aussi le début du livre qui forme comme un prologue presque, où tu parles de les premiers émois d'une petite fille de 8 ans que tu étais. Et puis après, il y a ces trois épisodes, comme 3 actes, voilà, vraiment chapitrés, qui s'appellent L'incomprise, Un monde sans ordre, Je ne suis pas une victime. Et ce 4e épisode, qui est presque comme voilà, les exodos de la tragédie antique, qui s'appelle La diffamation, où là tu boucles la boucle et tu reviens au début du livre et à la publication de Hell. Et il y a cette fatalité aussi, ce fatum, voilà, enfin, il y a vraiment, je trouve, beaucoup de similitudes à la tragédie antique. Est-ce que toi, tu avais un peu cette référence en tête, ou c'est l'impression en tout cas d'écrire une tragédie en écrivant une adolescente? Une tragédie, non, parce que c'est quand même un format très, très codé. Très codé. Je sais pas, je lisais récemment un article où un truc que disait Freud, il disait l'anatomie, c'est le destin. Je pensais aussi à ce que disait Héraclite, le caractère de l'homme et son démon. Et par démon, on entendait les Grecs entendaient aussi destin. Et j'ai mis une sirène en couverture. C'est-à-dire, si par exemple on lit les théories de René Girard sur le bouc émissaire, sur la violence, c'est très intéressant parce que René Girard s'intéresse à... Moi, j'ai eu une période où j'étais obsédée par René Girard, même si c'est un peu trop beau pour être vrai, René Girard. Il parlait souvent de personnages tragiques qui étaient systématiquement des boucs émissaires parce qu'ils étaient affligés d'une sorte de... ce qu'il appelle un signe victimaire. Et je me suis intéressée à... Je ne sais pas pourquoi... aux sirènes, à l'idée serpentine des femmes, aux poissons, qui était l'emblème de Jésus-Christ, qui est quand même la victime absolue. Et peut-être à une lecture, en effet, assez tragique, à propos
peut-être d'une violence vraiment dirigée vers une anatomie, vers une signification, tu vois, qui serait un corps et la façon dont un corps a été associé à des signes et à des symboles pendant toute l'histoire de l'humanité, en fait. Et de quelle manière, quels sont les rapports, des rapports éminemment tragiques. Et c'est en ça que le livre, en effet, n'est pas un livre sociologique, même s'il comporte des éléments de critique sociale. Et si c'est un genre que je peux apprécier par ailleurs. C'est qu'en effet, c'est une lecture des violences qui frappent les femmes, qui est une lecture tragique, à travers des signes, des symboles, à travers le langage, à travers les mythes. Donc d'où voilà cette tragédie, c'est la femme poisson, la femme serpent, et la manière dont la violence dans la main de celui qui se pose presque en justicier, parce que moi j'ai toujours été frappée quand j'ai pu lire. Enfin, j'ai toujours été frappée chez les violents, chez beaucoup de violents, même des violents sur Internet par exemple, sur l'impression profonde, la conviction forte qu'ils étaient, en exerçant la violence, de rétablir une justice. Et voilà, donc ce signe serpentin, ce signe aquatique, cette eau, cette humidité, ces ténèbres, cette mer auquel la femme, ce qui déjà est une aberration, tu vois, comme s'il y avait qu'une femme, a toujours été rattachée. Voilà, moi c'est ce que je veux faire pulvériser parce que c'est pour moi le système tragique de la violence contre les femmes. Autre truc aussi qui rapproche un peu ce livre, je crois, de la tragédie. Je ne peux pas avoir l'air de projeter complètement ma lecture du livre là-dessus, mais il y a aussi cette vertu cathartique presque, quoi. Écrire ce livre, c'est aussi une façon ce qui est un peu aussi le rôle de la tragédie, d'en sortir à un moment donné. En lisant ce livre, j'avais aussi le sentiment que l'écriture procède un peu par rupture, par bifurcation, un peu par fragment. C'est aussi ce qui fait son rythme, et ce qui fait sa force de percussion. On a par moments presque l'impression d'être projeté de diatribe en diatribe, ou de pamphlet en pamphlet, ou de poème en poème. Il y a évidemment cette écriture très poétique, je crois qu'on l'a un peu entendu. Comment est-ce que tu as travaillé la construction du livre et la langue aussi? Est-ce que par exemple tu as travaillé à voix haute? Alors vraiment, on fait ce qu'on peut. C'est ce que disait, je crois, Hemingway. C'est quoi le style? C'est comment j'ai réussi, comment j'ai pu. C'est pas du tout pensé. C'est vraiment purement intuitif. Et la langue, j'ai précisément essayé de ne pas faire trop jolie. Parce que c'est... Raté. Merci. Non, mais parce que justement, j'ai totalement essayé de dépouiller un style qui, avec tous ces mythes, tous ces tragiques, tous ces trucs, devenait était devenu très chargé. C'est le cas de mon roman d'avant, Helena et les Choses. Enfin, moi, c'est ce que je préfère parce que j'aime les styles extrêmement concentrés et denses. J'aime Julien Gracq, par exemple. Mais c'est vrai que j'avais envie de parler aux autres et pas qu'à moi-même et à mes 3 amis, avec une adolescente. Et donc je me suis justement dit, n'écris pas du tout. Écris avec la langue la plus pauvre possible. Et au lieu de chercher une littérarité, cherche une authenticité. Et ensuite, j'ai abouti à un écrit tellement pauvre que je me suis dit, ah non, quand même, là vraiment, c'est pas bien. Il y a quand même des lecteurs. Enfin bon. Et ensuite, j'ai retravaillé
sur les images que j'avais censurées pendant l'écriture. Mais il y en a une centaine, pas 10 milliards. Non, parce que c'est vrai que l'écriture, c'est comme du lierre, hein, c'est grimpant, c'est enveloppant. Oui, c'est intéressant que tu parles de ton rapport à la littérature et à l'idée que tu t'en fais, et à tes exigences de style ou non, parce que ce livre-là, Une adolescente, c'est aussi un récit de formation de ton devenir écrivain. Voilà, ce moi écrivaine qui a d'ailleurs une histoire à Éclipse, hein. Il y a ce moment où tu te retrouves à vendre tes livres scolaires et tu dis que tu as l'impression de trahir voilà, le monde des livres et le monde des lettres. Euh, mais c'est peut-être voilà, pour mieux y revenir, ou en tout cas pour y revenir autrement au monde des livres. Oui, mais c'est vrai que... comment dire? C'est vrai qu'à 13 ans, quand je me suis découvert le goût des garçons, je fais une dédicace à mon amie Joy Majdalani, qui normalement est parmi nous. Salut Qui le Joy. sont. Aux éditions Grasset, le goût des garçons, elle sera là dans quelques jours. À la Maison de la Poésie. Et quand je me suis découvert le goût des garçons, je dois avouer que momentanément, mon amour pour les mythes a vacillé. Et c'est vrai que je suis devenue cette fille qui s'intéressait bien davantage à ses chaussures qu'à son grec, et que j'ai vendu. Mais alors c'était vraiment le drame familial, parce que voilà, je décris un peu dans Une adolescente de mon père qui était d'un milieu social assez bourgeois, mais qui il y avait presque, on était devenu presque aristocratique, c'est-à-dire incapable de gagner de l'argent ou beaucoup d'argent. Et donc mon père, quand il m'achetait quelque chose, papa se coupait un bras. Et donc mon père m'avait acheté mes dictionnaires de grec et de latin. Voilà, mon père s'était arraché les organes, les poumons pour m'offrir ce grec et ce latin. Et moi, bien sûr, je me suis retrouvée dans un dilemme tout à fait tragique entre m'acheter des chaussures, parce que les chaussures, à un moment, malheureusement, dans une adolescence, sont nécessaires, et mes dictionnaires de grec et de latin, c'est-à-dire les bras et les jambes et les oreilles de mon père. Et j'ai vendu, voilà, ce dictionnaire. Alors, une culpabilité qui m'a pourchassée pendant des années à cause de cette histoire que je raconte dans Une adolescente. Ça a l'air anodin, mais je pense que c'est important aussi dans un écrit de montrer, comme dans le film de Truffaut d'ailleurs, à quel point ce genre de petites mensonges qu'on fait contre ses parents, de petites trahisons, de petits vols qu'on fait à ses parents, ça peut nous apparaître comme des drames d'une importance énorme. Et par la suite, oui. Euh, En fait, on peut être littéraire et très littéraire sans nécessairement avoir étudié, avoir j'imagine, un doctorat en littérature. Et d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de découvrir avec cette promo, parce que je vais un peu en province et c'est incroyable, les lecteurs, le physique des lecteurs. Je vois arriver, j'ai vu arriver un homme d'un certain âge à une lecture en Bretagne. Et pour moi, j'avais des lectrices, en fait, des jeunes lectrices. Je suis arrivée à cet homme d'un certain âge, je me dis, il s'est trompé. 2 portes. Il va détester tout ce que je dis. Et presque, pourquoi il est là, je me sens pas à l'aise. Enfin, évidemment, à la fin de la signature, l'unique personne qui est venue me voir pour me parler de mes livres avec énormément de gentillesse et de sensibilité, et me dire « Je suis un féministe convaincu depuis les années 60 », c'était cet homme. Et en fait, la littérature, pour paraphraser Preciado sur à propos de l'homosexualité ou de la transsexualité, c'est comme une balle en plein cœur qui peut frapper n'importe qui, en fait. J'aimais bien cette formule un peu choc, et j'aimais bien l'idée de la déporter du sujet de la sexualité pour la porter vers un sujet qui est considéré comme beaucoup moins dangereux et excitant, qu'est la littérature. Mais c'est vrai que les vrais lecteurs,
il y en a énormément à l'université, Dieu merci, mais ils sont aussi cachés dans la population. Et se dire ça, je sais pas, moi, ça me fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Je voulais juste lire ce petit paragraphe que j'aime beaucoup, qui est au moment où Lolita vend ses livres chez Gibert. Ça dit: le libraire m'a compté les billets. J'ai su ce que cette petite souffrance avait de bizarre. Un soulagement s'y mêlait comme lorsqu'on arrache la croûte d'une écorchure. J'abandonnerai mes études, je ferai l'école anormale et vous lisez la littérature d'une désagrégée. Alors, à propos de littérature d'une désagrégée, si on a le temps, je voudrais bien qu'on lise peut-être un dernier passage pour conclure cette conversation. C'est le dernier. Oui. Alors oui, pour conclure cette discussion, je vais vous lire un passage qui est à la fin du livre et qui raconte en fait ma soirée la veille d'un avortement quand j'avais 17 ans, donc à la fin de mon adolescence, à la fin du livre. C'était une de ces soirées de juin, si pleine de feu qu'on ne veut pas rentrer chez soi. Le cousin de Polo habitait à la porte d'Auteuil, et je me réjouissais de longer les serres, marcher sous les arbres, respirer un peu du bois de Boulogne, avant de rejoindre les rues plus ghetto de la ville, comme j'avais hâte de les retrouver. Et il y aurait tant de vie dans la chaleur, tant de parfum dans l'apogée de juin, un peu mourant, puisque quelque chose meurt toujours en juin, en ce mois aussi vert et suave que le sang couleur d'herbe de mes 17 ans, le printemps. Je m'en réjouissais d'autant plus que je ne marcherais pas complètement seule. Non, je n'avais pas été violée seule cet après-midi, puisque j'étais enceinte encore pour quelques heures. Comme je les ai haïs ces semaines de juin, comme elles me paraissent riches à présent, puisque, pendant elles, il y avait cet amour que je n'osais pas regarder, approcher, lire, cet amour informe envers l'embryon de quelques grammes qui m'accompagnait partout, quand j'entrais chez le rebeu acheter une canette de coca, passais le bac français, m'essuyais le visage en sortant de chez H, le violard, et quand les cris des martinets noirs attisaient comme ce soir le ciel à travers lequel on marche. Pas une seconde je n'ai oublié de manger, de respirer, de rêver, et pas une seconde je n'ai oublié que je donnais cela. Les heures ne s'en sont pas perdues comme des marins en mer, comme des soldats dans le désert, dont le dernier souffle s'élève pour n'être entendu de personne, known but to God, comme écrit sur les monuments aux soldats disparus, eux qui reposent dans des lieux inconnus, et pas sous de l'herbe et des croix blanches. Un amour aussi affamé qu'un rat avait toujours été le mien, sans objet ni réponse. Comment ne se serait-il pas jeté sur cette idée, mon enfant? Mais la timidité et la colère retenaient mon cœur de battre pour cette existence qui n'aurait pas lieu par ma volonté. Et j'avais honte de ma folie au moment où je me laissais aller à lui parler dans ma tête. Mais ce soir, tout m'était permis. Alors, comme je l'avais décidé, je l'ai emmené à travers le bois dans la boucle du périph'. Je l'ai fait passer par là où c'était beau, verdoyant, lumineux et sans âge. Ce serait notre dernière promenade ensemble, et ça ne pouvait pas être gâché. Par l'ouverture des rues, si larges et si désertes, le soleil de juin dévastait l'ombre tard. À 17 ans, on a le pouvoir de maudire et d'oublier aussitôt, et de marcher longtemps après que les pieds sont en sang. J'ai mis un soin particulier à marcher gentiment, souplement, malgré l'empreinte du viol, lourde entre mes jambes, comme un tas de charpie sur une plaie à vermine. Mais le cœur serait sain et sauf, un jour. Il le deviendrait par ça, l'amour, qui pousse, coriace comme de la mauvaise herbe, n'importe où. Je lui ai montré les chênes qui balançaient leurs branches et leurs feuilles dorées au-dessus de ma tête, en travers du ciel piqué par des fraîcheurs qui descendraient bientôt et déjà le vidaient de son bleu. Et je lui ai raconté que ce ciel, tout animé par le murmure des feuilles, était la dernière chose du monde que voyaient les braves, les guerriers, qui ne mouraient pas dans leur lit, entourés et pleurés, mais frappés seuls avant leur heure sur une terre inconnue. Je lui ai raconté des choses comme ça sur la vie, ce qu'était la vie des hommes, frappant les troncs de temps en temps avec ma main et m'arrêtant pour respirer, pour qu'on respire, plus fort, l'odeur qui désordonnait la nuit, intermittente par-dessus les murs, comme une clarté qui prenait le cœur, des chèvrefeuilles en train de faner. J'ai traîné jusqu'à ce que le sable par terre devienne froid et humide et que ce même murmure désormais monte de feuilles noires.
Alors j'ai pensé à Titi, ma sœur, ma mère et mon père. Jamais je n'ai eu aussi hâte de rentrer chez moi. Je suis ressortie du couvert des arbres sur le trottoir, où j'ai vu arriver l'un de ces rares bus du soir. Je lui ai fait signe et je l'ai pris jusqu'à la maison. Merci beaucoup pour cette lecture. Je propose qu'on se quitte sur ces pages magnifiques dans un livre qui ne l'est Merci. pas moins. Merci pour votre écoute. Merci Camille. Juste, je crois que les livres sont à la vente, peut-être. Ouais. Les livres sont à la vente juste devant. Oui, je sais qu'il y a une Anna qui m'a demandé sur Instagram si je pouvais dédicacer, donc bien sûr. Où est-ce qu'on fait ça, Camille? Devant, je crois. Ouais. Devant. Merci d'être venue et de nous avoir écoutés. Merci beaucoup.